Le 6 février 1945, le général Douglas MacArthur débarquait aux Philippines pour en chasser les Japonais. Fort de cet exploit militaire, il devenait le 1er septembre le plus puissant responsable américain après le président, en tant que haut-commissaire et commandant suprême au Japon, bien vite baptisé du sobriquet à peine ironique de vice-empereur. Le 11 avril 1951, le président des États-Unis, Harry Truman, relevait pourtant sèchement de son commandement en Corée ce même Douglas MacArthur, le plus illustre et le plus glorieux de tous les généraux de l'armée américaine, après un difficile bras de fer. Ce grand soldat, entré de son vivant dans la légende, avait cru pouvoir défier les institutions démocratiques américaines et il venait d'être battu, sans appel. Pourtant, Douglas MacArthur, en 1951, n'en était pas à son coup d'essai. Sa personnalité épineuse et ses foucades étaient bien connues de l'opinion. Quelle est donc l'origine de cette personnalité si envahissante, si controversée? Fils d'un général qui servit sans interruption dans l'armée des États-Unis depuis la guerre de sécession, Douglas MacArthur devient rapidement la vedette de cette petite institution qu'est encore l'armée régulière des États-Unis d'avant 1940. Après une belle campagne de France en 1918, MacArthur gravit rapidement les échelons de l'armée du temps de paix. En 1932, il est déjà chef d'état-major de l'armée de terre depuis 2 ans, lorsque le président Herbert Hoover le charge d'assurer la sécurité du district fédéral contre des émeutiers potentiels. Il ne s'agit que de malheureux anciens combattants de la Première Guerre mondiale qui réclament le versement d'une prime, le bonus, qui leur avait été promise et jamais versée à leur démobilisation. Beaucoup sont certes chômeurs et le Parti communiste s'est efforcé, avec un succès certain, d'infiltrer le mouvement d'agitateurs. Sous le commandement direct de MacArthur, l'armée entreprend de disperser sans ménagement le campement des protestataires. Des violences se produisent qui entraînent la mort de plusieurs manifestants. Une enquête parlementaire établira que MacArthur a outrepassé ses ordres et cherché à aggraver la situation pour créer une réaction d'ordre à la veille des élections de 1932. C'est son premier acte d'insubordination, massif et partisan. Cette affaire fait de MacArthur l'idole de l'extrême droite pour laquelle il incarne une Amérique un peu raide mais courageuse. Franklin Roosevelt préfère gérer de manière oblique le bouillant général anticommuniste et l'expédie aux Philippines, loin de Washington et des tentations de la politique. Ce poste prestigieux dont il savoure toute la pompe est néanmoins un piège d'envergure, car il doit y remplir une double mission. Comme gouverneur général civil, il est chargé de mener les Philippines sur la voie de l'indépendance pour 1945, et comme commandant supérieur des forces américaines dans l'archipel, il doit assurer la défense de ces îles dans le contexte d'une affirmation croissante de la puissance japonaise dans la Chine voisine. MacArthur s'acquitte à peu près de sa mission civile, beaucoup moins bien de son volet militaire. Ne croyant pas que les Philippines seront atteintes par la guerre, il prépare très mal la défense de l'archipel. Son plan est inepte, fondé sur la supériorité aérienne prétendue des États-Unis. Il s'effondre en quelques heures, le 10 décembre 1941, lorsque les Japonais débarquent aux Philippines. Il ne reste plus qu'à se replier sur la ligne Maginot locale, l'île fortifiée de Corregidor, dans laquelle MacArthur résiste courageusement mais vainement pendant tout l'hiver 1942. Il abandonne finalement ses troupes américaines comme Philippines en mai 1942 à la capture, mais promet de revenir et se replie en Australie. Là, il trouve un pays en plein désarroi. Les Japonais sont en Nouvelle-Guinée depuis le début de l'année 1942 et bombardent même à Darwin le nord du territoire national. Nommé par Roosevelt à la tête des forces américaines dépêchées en renfort, MacArthur contre-attaque en Nouvelle-Guinée et commence à repousser des Japonais eux-mêmes épuisés. Qu'importe, cette victoire surtout morale et publicitaire lui vaut une popularité sans précédent chez les Australiens et lui permet d'être nommé en mai 1943 commandant des forces alliées dans le Pacifique Sud. Le titre ronflant ne doit cependant pas faire illusion. Le commandement principal, celui du Pacifique Nord, incombe bien à la marine de l'amiral Nimitz. Malgré cela, MacArthur parvient à retourner la situation en arrachant à Roosevelt l'invasion des Philippines fin 1944 et il reconquiert effectivement Manille le 23 février 1945
tenant ainsi sa promesse de retour. Ce nouveau coup de bluff lui permet de coiffer au poteau son rival, l'amiral Nimitz. Roosevelt, réélu pour la 4e fois en novembre 1944, doit désormais composer avec un Congrès dont la large majorité républicaine conservatrice considère MacArthur comme son héros. Il le désigne donc commandant suprême de toutes les forces alliées dans le Pacifique au début de 1945, après sa victoire de Manille. C'est muni de ce viatique que MacArthur recueillera la capitulation japonaise le 1er septembre 1945 sur le pont du cuirassé Missouri, puis quelques jours plus tard atterrira à Tokyo pour prendre en charge le plus important et le plus prestigieux des mandats coloniaux jamais exercés par une puissance occidentale, la reconstruction du Japon. MacArthur considère d'emblée que la Chine de Chiang Kai-shek demeurera longtemps un pays corrompu et incapable. Le Japon, au contraire, est un pays sérieux, travailleur, essentiellement conservateur et terrorisé par la nouvelle combinaison des communismes russes et chinois, Republican Country. Grand politique machiavélien, MacArthur va jouer de main de maître en s'entendant très vite avec l'empereur Hirohito et plusieurs officiers de sa maison militaire qui deviendront ses conseillers personnels pour allier le peuple japonais derrière la nouvelle société qu'il a pour mission d'instaurer. Accablé par Truman de conseillers économiques et sociaux en tout genre, MacArthur va manipuler tout ce monde de gauche qu'il déteste en les laissant élaborer une constitution, des lois antitrust, un système d'éducation égalitaire et se concentrer avec ses adjoints militaires et diplomatiques sur l'essentiel à ses yeux, la préservation des élites, le refus d'un véritable châtiment des criminels de guerre, préalable au réarmement du Japon, le maintien de l'économie dans des mains privées. La victoire de Mao en Chine en 1948-49 donne raison, au-delà de toute attente, à la politique menée par MacArthur. Très vite, le Japon apparaît comme un porte-avions insubmersible au large de l'Asie et l'élément fondamental de toute stratégie américaine face au bloc communiste en formation. La guerre froide entraîne un premier boom japonais et une rapide normalisation de l'occupation. La popularité de MacArthur au Japon et sa réputation de stratège à Washington sont alors à leur zénith. C'est ainsi que le vice-empereur se trouve confronté à la plus grande crise de toute sa carrière. Celle-ci lui permettra de remporter sa plus importante et à la vérité sa seule incontestable victoire militaire, la guerre de Corée. Le premier jour de l'agression nord-coréenne, en juin 1950, rappelle pourtant les journées désastreuses de la défense ratée des Philippines en 1941. L'armée sud-coréenne est balayée alors que MacArthur hésite. Mais cette fois-ci, fort de son expérience des attaques combinées dans le Pacifique, il invente une riposte de génie. Le débarquement par surprise de 2 divisions d'élite à Incheon, avant-port de Séoul, loin sur les arrières des forces nord-coréennes qui, coupées en deux, se replient en désordre de l'autre côté de la frontière du 38e parallèle. Une fois de plus, le vieux magicien a sauvé la situation et pour la première fois de sa vie, remporté une victoire élégante et inventive, incontestable. Hélas, le chef d'état-major qui chargeait les bonus marchers de 1932 couvait sous le stratège mûri par l'expérience. L'arrogance de MacArthur ne connaît désormais plus de bornes. Il veut étendre la guerre de Corée à la Chine voisine. Pour cela, il franchit d'abord l'ancienne frontière entre les deux Corées, le 38e parallèle, afin de rencontrer les avant-gardes chinoises qui commencent à renforcer l'armée en déroute de Kim Il-sung le long du fleuve Yalu. Les Chinois vont-ils franchir le fleuve? Je prie tous les jours, même à genoux, pour qu'ils le fassent, déclarera fort imprudemment MacArthur. Il aura tout le temps de regretter cette dernière phrase. Par vagues humaines successives, les légions du maréchal Lin Piao bousculent les forces occidentales pendant l'hiver 1950-51. Bientôt, les Américains seront acculés sur le 38e parallèle à une guerre de tranchées épuisante et stérile. Ils perdent une nouvelle fois Séoul, capitale du Sud. MacArthur exige alors de Truman des armes nucléaires pour bombarder les arrières chinois et prône l'ouverture d'un second front à partir de Taïwan vers Shanghai et Canton. Il pense même abandonner la Corée à son triste sort. Truman refuse tout et perd désormais patience. Pour la première fois dans l'histoire américaine, un chef de l'armée, doué de pouvoirs colossaux, défie la légitimité du suffrage universel. La régence de Tokyo avait maintenu la monarchie de Hirohito, mais n'avait-elle pas introduit une sorte de double pouvoir au sein même de la République américaine?
Et ce double pouvoir, jusqu'où? Paradoxalement, la reprise en main du front par le général Matthew Ridgway et sa reconquête de Séoul rendront de moins en moins crédibles les prévisions de plus en plus apocalyptiques de MacArthur. La situation est désormais mûre pour crever l'abcès. Truman décide de révoquer MacArthur sur le champ. Après un retour triomphal du général au pays, tout le monde s'attend à l'annonce de sa candidature à la présidence pour 1952. Or, rien de tel ne se produit. Les Américains sont rassurés par la conduite prudente de Truman et la masse des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale demeure attachée au pouvoir civil. Dès ce moment, les stratèges du Parti républicain ont décidé de choisir l'esquive. Ils donneront la préférence à l'anti-MacArthur par excellence, le général Dwight Eisenhower, un autre chef militaire victorieux, mais social celui-là, et respectueux de la Constitution. Le pouvoir civil venait ainsi de remporter une grande bataille contre le pouvoir militaire. Devenue république impériale, l'Amérique devait désormais compter avec une puissance séparée de l'État, celle de son armée, pas toujours soucieuse de rendre des comptes au peuple. Cette histoire n'est pas terminée.